Bonjour, bienvenue dans Point de vue. Merci d'être en direct avec nous. On est très content de vous retrouver au sommaire de notre émission. Aujourd'hui, on parlera de Donald Trump avec le chroniqueur international du Figaro, Renaud Girard. Le président américain au pouvoir depuis un an peut se targuer d'un bon bilan sur la scène internationale selon lui. Explication dans un instant. Et puis on partira au salon Wine Paris qui se tient porte de Versailles, rejoindre Vincent Roux, un salon du vin qui se tient dans un contexte économique difficile. Et pour terminer cette émission, je vous propose de vous raconter l'aventure que vit actuellement la manufacture des émaux de Longwy. Cette institution née en 1798 traverse une passe financière difficile, mais elle est en passe d'être sauvée par la générosité des Français. Son directeur sera tout à l'heure sur ce plateau pour nous raconter cette incroyable mobilisation. Voilà, vous avez le programme, Point de vue, c'est parti. Bonjour Renaud Girard. Bonjour Anne-Emmanuel. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le chroniqueur international au Figaro. Ça fait donc un peu plus d'un an que Donald Trump est aux manettes aux États-Unis, un président au style pour le moins académique, qu'on a parfois du mal un petit peu à suivre, qui est parfois moqué, raillé, qualifié d'incompétent ou de clown. Certains observateurs trouvent qu'il s'est affaibli. Vous, c'est pas votre analyse du tout. Vous dites au contraire qu'il s'est renforcé et sur le plan national et sur le plan international. Parlons d'abord du plan national. En quoi, à vos yeux, Donald Trump s'est renforcé ? Alors, il s'est renforcé. On ne sait pas si il va gagner effectivement les primaires, et c'est sûr que son style déconcerte, des discours décousus, où il parle un peu de tout. Mais il a eu deux résultats, lesquels qui est l'un de tuer la culture wokiste, et le deuxième, de tarir l'immigration illégale. Alors, je ne pense pas, par exemple, il a dit une chose très simple, aux États-Unis, il y a deux sexes, voilà, masculin, féminin. Il n'y en a pas 36. Et je pense que ça va être maintenu, quels que soient les aléas de la vie future de la vie politique américaine. Il a mis un stop final à la culture. Enfin, en tout cas, il l'a sérieusement éreinté, quoi, disons. Et je pense que pas mal d'Américains le suivent sur ce point. Ensuite, il a réussi à arrêter de fait, les chiffres le montrent, l'immigration illégale aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'ensemble des pauvres d'Amérique latine qui se précipitent à la frontière des États-Unis. Il a fait ça par différentes mesures. Donc parfois, ça, c'est avec une politique de l'immigration parfois contestée, une police effectivement qui commet des bavures, comme hélas, comme toutes les polices, voilà. Mais ça, c'est un résultat. Il avait promis et il l'a fait. Les républicains en tout cas sa base républicaine va lui en savoir gré. Alors, en matière internationale, qui est davantage ma spécialité. Il a ouvert beaucoup de chantiers. On ne peut pas dire que ce soit un roi fainéant, si vous voulez. Il a été critiqué comme étant un clown, un roi fainéant. Pour un clown, si vous voulez, c'est quand même un clown qui a réussi à avoir les 8 Européens devant son bureau alignés comme des élèves devant un proviseur. Donc c'est un clown qui est quand même qui a réussi quand même pas mal. Il a réussi à faire en sorte que les Européens prennent leur défense davantage en charge. C'est-à-dire que ça, c'est Trump qui a réussi à ce que les Européens... Qui a bousculé les Européens au sein de l'OTAN, notamment. Augmente très sérieusement leurs dépenses de défense. Personne ne peut nier ce résultat. Alors, il a ouvert plusieurs chantiers. Le chantier d'Ukraine, Russie, effectivement, il ne l'a pas clos. Il avait dit qu'il ferait la paix, elle ne l'est pas. Mais la preuve qu'il compte,
c'est que le ministre ukrainien des Affaires étrangères vient de dire que seul Trump, pas d'autres gens, pas d'autres leaders, seul Trump est capable de faire la paix entre la Russie et l'Ukraine. Donc, visiblement, il a montré qu'il comptait, qu'il était incontournable et que, d'après le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Il n'a peut-être pas beaucoup de choix, non, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, de faire cette déclaration? Il pourrait, je sais pas, il pourrait saluer les Européens qui le financent, etc. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que les Européens réussiraient à faire la paix. Il a dit seul Trump peut la faire. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Alors ensuite, au Moyen-Orient. Alors au Moyen-Orient, effectivement, les choses ne sont pas réglées, mais elles avancent quand même, si vous voulez. Il va réussir à réunir chez lui à Washington, je crois que c'est le 19 février, pour son Board of Peace, l'ensemble des grands pays du monde arabo-musulman. Je dis bien l'ensemble, je dis bien, c'est-à-dire, il n'y a pas seulement les voisins d'Israël, c'est-à-dire la Jordanie, l'Égypte, mais il y a aussi, alors un peu plus loin, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, évidemment, le Qatar, le Bahreïn, etc., mais il y a aussi les grands pays musulmans, c'est-à-dire il y a l'Indonésie, il y a le Pakistan, il y a le Maroc, il fait partie des accords d'Abraham. Et donc... Ça, c'est ce fameux Conseil de la paix qu'il avait annoncé à Davos en janvier, et dont la première séance, la séance inaugurale va avoir lieu, je crois, le 19 février à Washington, et dont le premier dossier va être, évidemment, le dossier de Gaza. Alors, est-ce que ce Conseil pour la paix réussira à désarmer le Hamas, et ensuite à stabiliser politiquement le territoire, et ensuite à faire la reconstruction? C'est un travail difficile, mais il a aussi obtenu une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, lui Trump, c'est une initiative américaine, qui, à la fin des fins, quand même, prévoit la création d'un État palestinien. Évidemment pas avec le Hamas à sa tête. Le Hamas est exclu, évidemment. Mais il y a cette concession américaine importante et il y a une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc on ne peut pas dire que le résultat soit totalement nul. C'est-à-dire qu'il a ouvert beaucoup de chantiers, ils ne sont pas tous fermés, mais au moins il travaille sur ces chantiers. Pour vous, il travaille sur des chantiers. On ne peut pas dire que c'est un roi fainéant. Alors par ailleurs, il a beaucoup d'autres atouts. Par exemple, il y a une candidate pro-Trump qui l'a soutenue et qui a toujours été pro-Trump, une nationaliste japonaise. Qui vient d'être élue, c'est ça, ce dimanche. Takahashi, qui vient d'être élue, mais avec une victoire comme on n'en avait pas connu au Japon depuis 1947, avec son allié, elle a plus de 2/3 de la Chambre. Des voix de la Chambre de la Diète, comme ça s'appelle là-bas. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça? Il renforce... Et avec l'Inde aussi, en Indo-Pacifique. Mais restons un petit peu sur le Japon, si vous voulez bien. Ça veut dire qu'il a soutenu cette candidate, donc effectivement, qui a gagné dimanche. Conservatrice, comme elle, valeur conservatrice. Elle souhaite créer des alliances avec Donald Trump, renforcer la coopération entre les deux pays. Ça signifie que là, il renforce sa position en Indo-Pacifique, le Japon étant situé pas très loin de la Chine. Il y a évidemment Taïwan est pro-Trump, mais il le renforce parce qu'il a non seulement le Japon, mais il a l'autre grande puissance de l'Indo-Pacifique, qui est évidemment l'Inde, puisqu'il y a eu cette grande réconciliation avec Modi, puisqu'il a accordé à Modi un droit de douane réduit seulement à 18% pour tous les produits indiens entrant aux États-Unis. Et Modi a dit que Trump était l'ami de l'Inde, a remercié au nom des 1400 millions d'Indiens Donald Trump. Et donc, il y a ce partenariat. Et quand il va voir Xi Jinping prochainement, je pense qu'il y a un voyage qui est prévu de Trump en Chine. En tout cas, il a aussi dit qu'il le recevrait d'ici la fin de l'année à Washington. Eh bien, il ne veut pas la guerre avec... il y a une rivalité systémique. Trump n'est pas prêt à lui laisser l'Indo-Pacifique. Les Chinois aimeraient récupérer l'intégralité du Pacifique, considèrent que les Américains n'ont rien à faire en Asie. Les Américains se sont très bien implantés en Asie par leur victoire en 1945. Ils n'ont pas du tout l'intention
de quitter l'Asie. Et les pays asiatiques, qui sont un peu inquiets par l'expansion de la Chine, veulent que les Américains restent. Au début, dans les années 2000, au début des années 2000, vous savez, les Américains pensaient qu'ils allaient évacuer, par exemple, la grande base de Subic Bay aux Philippines. Et avec la montée en puissance et l'agressivité de la Chine en mer de Chine méridionale, eh bien, les Philippins ont dit aux Américains, surtout restez, reprenez votre base. Voilà. Et donc, ils ont des bases un peu partout. Et ils n'ont pas l'intention de les laisser tomber. Donc, ils veulent rester une grande puissance dans le Pacifique, mais ils ne veulent pas d'une guerre avec la Chine. Et je pense que la Chine ne veut pas d'une guerre avec les États-Unis. La Chine est plus une puissance commerciale que économique. Guerrière. Oui. Et donc, mais il ne veut rien céder. Et cette alliance avec le Japon et l'Inde lui permettra de ne pas être mal à l'aise, de pouvoir regarder bien droit dans les yeux Xi Jinping lorsqu'ils se rencontreront prochainement. Ce sera donc, oui, ça joue dans le rapport de force, en Bien fait, sûr. puisque tout est rapport de force. Et en Amérique latine... Alors, en Amérique latine, eh bien, on se souvient de l'intervention... sa main est renforcée, parce qu'en fait, on voit que Donald Trump, en fait, a écrasé ce qu'on appelait la révolution bolivarienne. C'était Chavez, donc Maduro, etc. Et aujourd'hui, eh bien, le Colombien lui-même a fait la visite de Washington. Assez discrètement, hein. Assez discrètement, mais ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est bien passé. Vous avez remarqué que les leaders de gauche en Amérique latine, qui sont évidemment la Mexicaine, Claudia Sheinbaum, et puis le Brésilien, Lula, sont assez peu critiques de Trump. Et le Mexique, par exemple, suit Trump. Le Mexique n'alimente pas Cuba en pétrole, par exemple, aujourd'hui. Et par ailleurs, il a des ancrages très forts, notamment en Argentine, et même le Chili qui avait un gouvernement de gauche avant, a élu un gouvernement conservateur, pro-Trump, nationaliste. Au Chili, le Chili est un pays qui marche très bien en Amérique latine, c'est le pays qui marche le mieux. C'est une sorte de Prusse de l'Amérique latine, elle est maintenant du côté de Trump. Donc vous diriez, vous me décrivez un Donald Trump assez puissant sur le plan international, sur tout le continent américain, bien qu'il y ait quand même des bisbilles avec les Canadiens actuellement. Alors là, oui, effectivement, les Canadiens se sont rapprochés de l'Europe. Je pense que ça ne va rien changer au flux, au business, parce qu'en fait, le Canada est très intégré culturellement et économiquement à l'Amérique du Nord, et voilà. Mais effectivement, le Canada résiste assez brillamment. Starmer n'a pas accepté la boutade du 51e État des États-Unis. En revanche, on peut dire que le 51e État des États-Unis, c'est plutôt l'Angleterre. On a un gouvernement extrêmement faible où les services secrets britanniques sont complètement dominés par l'Amérique, où l'Amérique prend le contrôle de toutes les grandes entreprises anglaises. On ne le sait pas, on ne le dit pas trop, mais c'est quand même un vrai mouvement, là. Voilà. Un vrai mouvement des Américains pour prendre le pouvoir sur l'Angleterre. En fait, le pari de l'Angleterre de devenir cette folie de l'Angleterre de rendre son commerce plus difficile avec ses voisins, c'est le Brexit, et pensant qu'elle allait régner à nouveau avec le commerce sur toutes les mers, avec l'Australie, l'Inde, je ne sais pas quoi, et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Évidemment, ça ne s'est pas concrétisé. Et aujourd'hui, l'Angleterre est un pays beaucoup plus faible, mais où le contrôle américain se renforce. Alors vous me direz, il y a effectivement des petites bisbilles, mais qui ont été assez bien gérées par le secrétaire général de l'OTAN sur le Groenland, mais ça compte pas, parce que vous dites aujourd'hui, effectivement, la France a fait un peu cocorico face en Amérique, mais bon, ça ne compte absolument pas. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que la France fait des manœuvres dans l'OTAN, elle s'appelle Orion, et ce qui compte, c'est que des pays comme la Pologne, par exemple, qui est un grand pays européen, va jamais devenir anti-américaine. Et même l'Allemagne, en fait,
a eu quelques velléités, il a envoyé 3-4 chasseurs alpins au Groenland pendant 48 heures, mais l'Allemagne continue à acheter du matériel militaire américain. Alors, je voudrais revenir sur une affaire qui ébranle le monde entier, qui a démarré aux États-Unis, notamment c'est l'affaire Epstein, avec la déclassification de millions de documents. Ça éclabousse partout en Europe, en France. Vous parliez des États-Unis, de l'Angleterre, même chez le Premier ministre anglais, ça tangue pas mal. Est-ce que ça peut aussi affaiblir, avoir une répercussion sur Donald Trump, où il ne craint rien au moment où visiblement, les scandales de l'affaire Epstein touchent, oui, ils ont été amis, mais touchent davantage la gauche caviar que la droite conservatrice. Mandelson, il a travaillé avec Tony Blair, c'est typique. C'est l'ambassadeur. Voilà, Jack Lang, c'est la gauche caviar, etc. Lui, il n'y a rien, visiblement, qui est sorti sur Donald Trump. Ce qu'on sait, c'est que Donald Trump, en 2004, a exclu Epstein du club de Mar-a-Lago parce que je crois que Epstein avait fait des avances à une masseuse de son spa, c'est ça? De son spa, à lui. Et donc, Donald Trump s'est montré protecteur de ses employés ou des employés de son club. Et il a exclu Epstein. Donc là-dessus, ils ont été amis, se sont connus. Epstein avait de très bonnes... C'était un financier de génie, de très bonnes relations avec tout ce qui comptait de puissant. À New York et ailleurs. Même et ailleurs. Mais je trouve que dans toute cette affaire, dans toutes ces révélations, il y a même maintenant des moteurs de recherche. Évidemment, il y a une meute de journalistes qui essayent de coincer Trump là-dessus en permanence. Ils ne font que ça. Eh bien, ils n'ont rien trouvé. Je trouve que Donald Trump se sort la chemise sèche de l'affaire Epstein. Alors, on attend d'autres nouveaux documents qui devraient arriver. En revanche, les Clinton, si vous voulez, les Clinton sont beaucoup plus mêlés. Ils vont être auditionnés, c'est ça, prochainement, courant février, et Bill Clinton et son épouse. Un président Trump, oui, qui souhaite, lui, c'est ce qu'il dit sur l'affaire Epstein, que le pays, que la nation tourne la page. C'est ce qu'il dit. Oui, il a raison, c'est une affaire assez peu glorieuse. Mais qui est un scandale massif aussi. Un scandale massif, bien sûr, voilà, les mœurs des puissants. Les auditions prochaines de Bill Clinton et de sa femme, ça risque quand même de faire pas mal de bruit sur le plan national aussi aux États-Unis, non? Ça va... L'opinion publique oui, bien sûr, suit beaucoup cette affaire. Ça va rappeler que la gauche américaine, qui était assez prompte à donner des leçons à droite à gauche, n'avait pas forcément toujours un comportement irréprochable. Merci Renaud Girard d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on vous lit chaque mardi votre chronique en ligne et dans les pages du Figaro. On va partir dans un instant porte de Versailles où se déroule le salon international dédié au vin, le Wine Paris, le vin, un secteur en pleine tourmente économique. Avant de retrouver Vincent Roux sur place, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, le président de la République, était hier, il est sur place, il est allé à la rencontre des vignerons. Est-ce qu'il y a un risque de déclassement du vin français? Non, pas du tout. Il y a un accompagnement à faire parce qu'il y a une consommation qui a baissé dans les dernières décennies. Et puis il y a une consommation qui change. On en parlait, c'est-à-dire qu'il y a une demande toujours pour évidemment les meilleurs millésimes, pour une pratique du vin ou du champagne qu'on connaît. Et puis on a une entrée, si je puis dire, dans le vin ou les alcools qui passe par des produits qui sont moins chargés en alcool, qui peuvent être servis plus frais. Donc il y a de l'innovation à faire et on a des viticulteurs et des filières qui sont aussi prêtes à répondre à cela. Donc il y a une transformation, un changement aussi de la demande. Voilà. Pas de danger sur l'exportation française de vin? Non, il y a surtout une politique, il y a de la concurrence, de plus en plus, on en parlait. On a des Chinois qui savent produire, on a des Italiens qui sont très bons sur ces marchés. Et je crois que la France, c'est le pays du vin. On disait en quelques années, ce salon qui est venu de Bordeaux à Paris et puis qui s'est internationalisé est devenu le plus grand au monde. Donc ça montre que quand le monde pense au vin, il pense au vin, au champagne, aux spiritueux,
Sonia Calarmanet qui pense à la France. Allez, on part direction, cette fois-ci, porte de Versailles, où se tient justement ce fameux salon du vin, le Wine Paris, où nous attend Vincent Roux. Bonjour Vincent, est-ce que le succès est au rendez-vous de ce grand salon du vin ? Bonjour Anne-Emmanuel, on va poser la question dans un instant à Rodolphe Lamez, qui est le maître d'œuvre de cette exposition qui fait que Paris est en ce moment, ces jours-ci, la capitale mondiale du vin. 60 000 visiteurs attendus, 60 pays européens, 6 500 exposants, vient de me dire à l'instant Rodolphe Lamez, et jusqu'à 40 000 vins et spiritueux, avec ou sans alcool. Alors, c'est la plus ambitieuse exposition de vin au monde, et l'enjeu est de taille pour la filière française qui est rutilante ici, mais frappée de plein fouet par une baisse historique de consommation, moins 60% depuis les années 60, moins 7% l'an dernier, et puis surtout moins 20% sur le marché principal d'exportation qui est le marché américain. C'était évoqué à l'instant par le président de la République. Bonjour Rodolphe Lamez. Bonjour. Alors, il y a beaucoup d'exposants. Est-ce qu'il y a plus même d'exposants que l'an dernier? Est-ce qu'il y a plus de visiteurs? Ça va souvent de pair en fait. L'offre crée la demande et la demande crée l'offre. Aujourd'hui, on accueille 15% d'exposants en plus que l'année dernière. Alors 15% là, on est à plus de 6500. Vous disiez 60 pays. On accueille tout ce qui se fait de mieux dans la planète vin et spiritueux, professionnels, des professionnels du monde entier. Et on attend environ 62 000 personnes qui vont défiler pendant 3 jours ici, porte de Versailles, à la rencontre des producteurs, des négociants, des metteurs en marché. Alors, on vient de le dire et on vient de l'entendre, Emmanuel Macron a évoqué un accompagnement de la filière. Est-ce qu'il vous en a dit plus hier ? Alors hier, on a eu le privilège d'avoir le président qui est venu faire l'inauguration du salon hier matin, qui est ensuite allé à la rencontre entre 4 murs des représentants de l'ensemble de la filière, producteurs, interprofessions, metteurs en marché, fédérations. Ça a été l'opportunité d'avoir un vrai moment d'échange sur les enjeux, les challenges auxquels la filière est confrontée. Permettre aussi au président de faire prendre note de certains points problématiques. Lesquels ? On a beaucoup... Vous avez l'impression qu'il a appris des choses quand même ? Alors, il n'a pas appris, mais il a remis les priorités là où elles devaient être mises. C'est-à-dire qu'évidemment, on a parlé du Mercosur, la signature du Mercosur, qui est un enjeu pour la filière viticole, qui est un enjeu parce que ça va être l'ouverture de marché à la fois par l'abaissement de barrières douanières, mais également ce qu'on appelle des barrières non douanières, les formalités administratives qui peuvent être bloquantes pour aller sur un marché. Il a pris note aussi de certaines problématiques liées à des enjeux administratifs qui sont purement franco-françaises. Et puis je vais vous donner un dernier... Lesquels, par exemple ? Alors là, je les ai plus en tête, mais on a beaucoup parlé des contrôles de l'OFB, on a beaucoup parlé des l'Office français de la biodiversité. Voilà, on a beaucoup parlé des contrôles tatillons qu'on pouvait avoir sur l'URSSAF, etc. Mais le point majeur qui a été évoqué et qui est vraiment important est le suivant. Il est parfois plus facile d'exporter une caisse de vin pour la Corée que de l'exporter en Allemagne. Pourquoi ? On s'est créé des règles et des complexités au sein de l'Union européenne qui fait que parfois on rend notre commerce plus difficile. Vous savez ce qu'on dit, hein ? Les Américains innovent, les Chinois copient, l'Europe régule. Ben voilà, parfois ça crée des barrières à la commercialisation. Alors précisément, est-ce que justement il n'y a pas un enjeu réglementaire et même plus globalement en France, est-ce que la filière ne souffre pas d'une forme de wine bashing ? Alors il y a le wine bashing qu'on peut entendre parce que c'est un alcool. Et donc dès qu'on parle d'alcool, on parle d'enjeux publics, de santé. C'est nécessaire. C'est nécessaire et c'est de modération. Mais vous le disiez en ouverture, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la consommation de vin, la consommation d'alcool a baissé sur les 40 dernières années. Moi, je le vois plutôt de la façon suivante, c'est que la bataille de la modération a été gagnée. Comment ça ? Quand vous avez, vous vous rappelez à l'époque, on nous parle souvent de nos grands-parents qui avaient du vin coupé à l'eau, à la cantine, etc. Les consommations par habitant étaient de l'ordre de 70 litres de vin. Aujourd'hui, elle est à 35-40. Bon, c'est quoi ? C'est tout simplement qu'on est arrivé sur un enjeu de modération. Mais modération ne veut pas dire moins de plaisir. Et en fait, on est allé sur des vins beaucoup plus fins, de meilleure qualité, beaucoup plus respectueux de l'environnement. C'est aussi toujours important.
Mais la modération a été gagnée. Maintenant, la filière viticole, qu'elle soit celle des vins ou des spiritueux, c'est une filière de terroir, c'est une filière d'exception, de savoir-faire français qui est très important. Et puis ça, on le voit bien ici, puisque nous sommes ici dans une des régions historiques du vin, puisque nous sommes dans le hall qui est dédié au vin de Bordeaux, où se tenait historiquement ce salon international jusqu'à présent. Ce salon a trouvé ses origines à Bordeaux, maintenant il est à Paris, mais on voit que c'est un enjeu de savoir-faire, et puis c'est aussi un enjeu économique pour la France, parce que la filière des vins et spiritueux, c'est le premier contributeur, enfin c'est pas le premier, mais c'est un contributeur très important à l'export et dans la balance du commerce extérieur. Alors justement, Rodolphe Lemez, juste à côté d'ici, il y a le hall international avec énormément de vins étrangers qui sont exposés. Ici, on est par contre sur le hall français. Alors là, on est sur plusieurs étages. C'est une ville dans la ville et même une région dans la région. Est-ce que vous avez les acheteurs américains sont au rendez-vous malgré les surtaxes décidées par l'administration Trump? Oui, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que malgré le contexte géoéconomique qui est quand même assez pesant, on parle des Américains, mais on pourrait parler aussi... Donc là, il y a des Américains qui sont ici en train de déguster. D'ailleurs, si vous avez vu la séquence hier avec le président de la République, il a été au contact d'acheteurs américains qui étaient sur un stand d'un exposant. Les acheteurs américains sont présents. En fait, vous savez, la politique douanière qui a été mise en place par l'administration Trump, évidemment, elle impacte l'ensemble de la filière française, mais les premiers qui sont impactés, ce sont les distributeurs, les détaillants et les consommateurs américains. Et je vais vous donner un exemple. À force d'être un petit peu agressif et de mettre des coups de boutoir avec l'ensemble des pays, notamment pour pouvoir faire preuve d'hégémonie, il a vexé les Américains, il a vexé les Canadiens, qui ont retiré immédiatement l'intégralité des produits américains de leurs étagères. 1 milliard de dollars de pertes de revenus pour la filière américaine sur le Canada. Donc en fait, l'idée de ce salon, c'est un salon de commerce. Ce n'est pas les gouvernements, nous contre les gouvernements, c'est la filière unie qui trouve des solutions par rapport au contexte géoéconomique. On a toujours été pris en otage d'un conflit avec les Américains, que ce soit dans le cadre d'une résolution Airbus-Boeing, que ce soit sur des batteries électriques avec la Chine. La filière est habituée, elle est résiliente. Et ce salon sert aussi à travailler ce rebond. Alors, vous avez évoqué à l'instant, au début en tous les cas de notre entretien, le Mercosur, qui ouvre de nouvelles perspectives. Très franchement, dans le secteur agricole, vous êtes la filière en rupture, en tous les cas la filière qui bénéficierait sur le papier de l'accord du Mercosur, mais quand on regarde dans le détail, est-ce que c'est si sûr, sans jeu de mots? Est-ce que on se rend pas compte que finalement la consommation aujourd'hui en Amérique latine, elle est stagnante? Alors, il faut distinguer les marchés. Si vous prenez le Brésil, c'est un marché qui est en grosse croissance. C'est un marché important pour lequel on a énormément de barrières à l'entrée, barrières tarifaires, barrières non douanières avec des formalités administratives très importantes. C'est un marché sur lequel les vins français ne sont pas ou peu présents. Le Portugal, et c'est historique, est très fort sur ce marché, quand bien même les barrières douanières sont très importantes. Donc pour nous, c'est une opportunité d'aller à la conquête de ce marché. L'Argentine, le Chili, mais le Pérou, la Colombie sont des marchés aussi où on a une vraie carte à jouer. Avec de la concurrence, hein. Mais oui, mais maintenant le vin est devenu un produit mondial. Vous voyez, ici on a 63 pays qui viennent faire la promotion de leur vin. Ça va du Liban, en passant par la Géorgie, les États-Unis, vous avez l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc maintenant le vin c'est un produit mondial de qualité. Donc comme de partout, il y a de la concurrence. On évoque également l'Asie. Il y a eu à un moment l'Eldorado, c'était la Chine. Apparemment, est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce qu'il y a d'autres possibilités en Asie? Alors déjà, on ne peut pas tourner le dos d'un pays de plus de 1 milliard d'habitants. Ça, c'est un marché qui a toujours été historiquement
important spécifiquement à Bordeaux. Bordeaux a été, c'est un des premiers marchés pour Bordeaux. Avec de belles maisons, comme on peut le voir. Voilà, exactement. Et puis vous voyez, on l'entend, ça vibre, ça travaille. Maintenant, il faut toujours garder ces places fortes-là. C'est plus dur. Il y a un enjeu, actuel en Chine qui est lié au ralentissement de l'activité économique, crise de confiance dans l'avenir. Mais globalement, une crise a un début, elle a une fin. Donc il faudra être présent quand elle repartira. Est-ce que derrière, donc j'entends bien toutes les opportunités, c'est normal, vous nous les présentez. Est-ce que ces opportunités, l'Inde, l'Asie, le sud-est asiatique en particulier, l'Amérique latine avec éventuellement l'entrée en vigueur du Mercosur, c'est pas encore fait, est-ce qu'elles suffiront à compenser les baisses de consommation qu'on peut craindre, en tout cas que votre filière peut craindre, du marché américain? Non, je pense que l'objectif, c'est pas de remplacer ou de substituer, c'est de trouver des marchés de relais. Donc le marché américain aujourd'hui est un peu en difficulté. On a quand même, on s'est vu appliquer une hausse de 15% des taxes. Maintenant, c'est valable pour toute l'Europe. Donc quand vous avez les 3 premiers pays producteurs au monde, l'Espagne, l'Italie et la France, qui sont sur la même ligne de départ, on va dire que c'est une punition collective. La baisse qu'on va noter aux États-Unis, il va falloir la compenser. Vous savez, la Chine, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle. On a l'Inde, pour lequel un traité de libre-échange vient d'être signé il y a maintenant 10 jours par Ursula von der Leyen, qui prévoit une baisse progressive des barrières douanières sur 10 ans. Donc ça veut dire que maintenant il y a une opportunité d'aller travailler le marché indien. L'Inde, c'est 1,5 milliard d'habitants, c'est 500 millions d'habitants en classe moyenne, c'est la population des États-Unis. Et quand vous savez qu'en Inde, la part des vins dans la consommation d'alcool est inférieure à 10%, il y a une véritable opportunité de croissance et des parts de marché à aller chercher. Et c'est ça qu'il va falloir mettre en place avec l'ensemble des acteurs de la filière. Et moi, je pense que le moment est venu d'aller à la conquête du marché indien. Est-ce que le vin sans alcool qui est mis à l'honneur, d'abord, est-ce que c'est la vraie tendance dont on parle? Vous allez me dire oui, c'est une vraie tendance, c'est ce qu'on entend. Mais est-ce que c'est surtout pas la mort de est-ce que c'est pas la mort de la filière? Non. En fait, il faut pas voir. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai une opinion très arrêtée sur le vin sans alcool. C'est parce qu'on entend d'un certain nombre de producteurs qui jouent le jeu en façade, mais qui en coulisses. Ils le font. Sont plus que dubitatifs. Non, en fait, moi, je considère que le vin sans alcool, les produits désalcoolisés, c'est une nouvelle catégorie de produits qui vient en marge des produits alcoolisés. Ces produits-là ne s'adressent pas à des consommateurs amateurs de vin. On va plutôt aller chercher des profils de consommation différents. Profils de consommation qui sont liés à un moment de la vie, qui sont liés à des convictions religieuses, qui peuvent être liés à d'autres choses. On n'est pas du tout sur de la cannibalisation de consommation, on est plutôt de l'ajout. Alors, oui, on se pose la question, est-ce que du vin sans alcool, c'est du vin? Est-ce qu'on a les mêmes goûts, etc. C'est pas le même produit et ça s'adresse à d'autres personnes. On voit bien que le Champagne, qui a organisé justement, juste avant qu'on fasse cette interview, une conférence de presse et une table ronde autour des enjeux de la réglementation, on sent que c'est quand même ce qui travaille la filière en ce moment, a quand même un avenir, des opportunités. Il y a un autre secteur qu'on voit ici à l'honneur, mais dont la consommation baisse beaucoup, c'est le vin rouge. Est-ce qu'il y a un avenir pour le vin rouge? Il y a un avenir pour le vin rouge, mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement, parce que ça fait quelques années qu'on entend ça, et ce qui est intéressant de voir, c'est justement l'évolution qui a été faite autour des vins rouges, qui sont des vins qu'on a rendus beaucoup plus légers en termes de degré alcoolique. On entend aussi beaucoup parler du retour du Claret, qui était un vin rouge très léger, un vin de soif, comme on disait avant. Donc, je pense que les cycles de consommation sont des cycles qui tournent. Donc, il y a 7 ans, on parlait beaucoup du rosé. On a parlé beaucoup du vin blanc, maintenant c'est le vin rouge qui est un petit peu plus en désamour. Voilà, mais moi ce que je note, c'est qu'il y a tout un travail qui est fait par les vignerons pour rendre ce produit beaucoup plus dans l'air du temps. Simplement, la vigne, c'est un travail du temps long.
contrairement à d'autres produits de consommation où on n'a qu'à changer la recette de cuisine et hop. Donc là, il faut laisser le temps au temps. Est-ce que quand même, il n'y a pas un enjeu? On voit, il y a des jeunes producteurs, mais est-ce que le problème du vin aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de jeunes consommateurs? C'est une bonne question. Non, moi, à titre personnel, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et quand on a 20-25 ans, on n'est pas forcément attiré par le vin. Donc tout de suite, on s'inquiète de ne pas avoir de jeunes consommateurs intéressés par le produit vin. Mais à 30 ans, 35 ans, on a nos goûts qui évoluent et généralement on voit une route qui se prend plus en direction du vin. Mais c'est aussi à nous, acteurs de la profession, de changer les codes de communication, de comment on est capable de faire la promotion de ce produit tout en restant dans la modération, encore une fois, mais comment on peut apprécier le vin et comment le vin peut être consommé. Je dis souvent, c'est fini, que le temps de la présentation autour d'un feu de cheminée avec un chien à côté, c'est un peu old school. Le vin doit aller dans les festivals, il doit parler aux jeunes avec leurs codes et pas forcément avec des réflexes organoleptiques de professionnels. Bon, on ira quand même peut-être prendre justement du vin au bord d'une cheminée. Ça, c'est un autre débat, Anne-Emmanuelle. Je vous laisse l'ouvrir peut-être pour une autre émission. Merci beaucoup, Rodolphe Lamez, en tous les cas, de nous avoir un petit peu amené dans ce salon qui est extrêmement fascinant et qui est un hommage et une ode à tous les vins du monde entier et bien évidemment à tous les terroirs français. Merci Vincent Roux et merci à Pierre-Henri Frotté qui vous accompagnait pour les images. On va finalement continuer à parler patrimoine parce que le vin c'est du patrimoine. On va parler patrimoine avec la manufacture des émaux de Longwy, une institution lorraine qui traverse une passe difficile. Elle a décidé de faire appel à la générosité du public. Bonjour Martin Pietri. Bonjour Anne-Emmanuelle. Vous êtes le président de cette manufacture. C'est une manufacture qui existe depuis 1798, je le disais, qui traverse une passe financière difficile et vous avez décidé de lancer une campagne de financement participatif qui rencontre plutôt pas mal de succès. Au moment où on se parle, Martin Pietri, à combien d'euros vous avez collecté ? Alors, j'ai vérifié avant de rentrer dans le studio et on en est à 910 000 euros. 910 000 euros, c'est au-delà de vos espérances ? Ah ben là, on a complètement dépassé nos rêves les plus fous. Ouais. Quand je l'ai lancé le 19 décembre dernier, on pensait qu'on atteindrait 250 000 euros. Donc 910 000 euros, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quel est le montant moyen que les Français, que les gens laissent sur la cagnotte ? Alors, c'est un montant assez important. Oui. Alors, c'est parce qu'ils ont la possibilité aussi d'acheter des contreparties. Oui. C'est pas du don pur, mais donc le montant moyen est de 150 euros, ce qui fait pour une cagnotte un très gros montant moyen. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne ? Elle est encore ouverte, c'est ça, cette cagnotte ? Encore quelques jours, c'est ça ? Jusqu'au 18 février à minuit. Donc, il y a encore le temps d'y aller. Alors, si on souhaite justement soutenir cette manufacture des émaux de Longwy, on parlera de cette institution. Vous dites qu'il y a plusieurs possibilités, c'est ça, de faire des dons. Lesquelles alors ? Alors, sur la plateforme Ulule, en fait, il faut voir Longue Vie Longwy, donc le titre est assez explicite. Et là, en fait, il y a différents moyens. On peut faire des dons à partir d'1 euro. Là, c'est un don pur. Ouais. Donc ça, 1 euro, 2 euros, c'est possible ? Voilà, c'est possible. Okay. Et ensuite, on peut acheter des contreparties, c'est-à-dire des petits objets que nous allons fabriquer ultérieurement. Alors là, il y a plusieurs choses. Il y a notamment des petites tortues, il y a des petites chouettes et aussi des pots à bougies. Et ça va de 99 euros à 780 euros. Il y en reste encore. Pourquoi tout simplement cette campagne de financement participatif ? Quelles sont les difficultés que traverse la manufacture de Longwy ? Alors, en fait, j'ai repris la manufacture il y a une dizaine d'années et depuis 10 ans, en fait, ça a toujours été difficile. Mais chaque année,
on améliorait un peu la situation et on allait vers le mieux. Sauf que ces dernières années, il m'a manqué de moyens pour pouvoir franchir les dernières marches. Ouais. Et donc, c'est il y a 18 mois presque, j'ai mis l'entreprise, j'ai choisi volontairement de mettre l'entreprise en redressement judiciaire. Ce qui vous permet de... Ça nous a gelé. En fait, à un moment donné où notre activité allait pas trop mal, ça nous a allégé en gelant notre passif. Donc ça nous a aidé pendant 18 mois. Ça stabilise la situation. Exactement, ça la gèle un peu et ça stabilise la situation. Ce qui nous a permis de nous projeter, de commencer à bien travailler et en même temps de chercher des financements. Dans un premier temps, j'ai cherché des investisseurs qui pourraient mettre la totalité de la somme en une seule fois, 1 million d'euros. Parce que la somme dont vous avez besoin, c'est 1 million, c'est ça? C'est 1 million d'euros. Et donc, j'ai négocié avec des investisseurs pour qu'ils mettent cette somme dans la totalité. Et puis, ça n'a jamais débouché. Et Pourquoi ça ne marchait pas? Ils ne croyaient pas en vous, c'est ça? Je crois qu'ils avaient du mal à croire dans l'avenir de la manufacture, ça c'est vrai. Et puis peut-être que pour certains d'entre eux, à la fin, on ne partageait pas la même vision en fait de ce futur, puisque moi, je me bats depuis 10 ans pour maintenir le savoir-faire, ces spécificités dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard. Et donc, à la fin, je me suis dit, plutôt que de chercher un chevalier blanc qui apporte la somme d'un seul coup, on va peut-être s'adresser à tous les Français, finalement, en leur proposant de participer à notre sauvetage. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de la cagnotte. C'est un peu l'exemple de Duralex qui vous a peut-être inspiré, non? Complètement. Alors, c'est pas exactement les mêmes modalités parce que c'est une coopérative, etc. Mais en tout cas, je dois dire que l'exemple de Duralex m'a inspiré parce que j'ai pensé aussi qu'il y avait les mêmes ressorts, le même attachement. Alors, on est beaucoup plus petit, mais c'est-à-dire que dans l'imaginaire de beaucoup de Français, des Lorrains, mais aussi de beaucoup de Français, la manufacture est là. Et donc, je savais qu'on parlerait à un grand nombre de personnes. Aux amoureux du patrimoine et du savoir-faire. Cet argent, il va servir à quoi concrètement, Martin Pietri? Qu'est-ce que vous allez, en quoi vous en avez besoin? C'est pour moderniser les outils, embaucher des ouvriers, des ouvrières? C'est pour faire tout ça. En réalité, cet argent qui va s'ajouter aussi à une augmentation de capital qu'on fait en parallèle, il est destiné à plusieurs choses. D'abord, sécuriser notre plan de continuation, c'est-à-dire apporter la preuve au tribunal de commerce de Briey la semaine prochaine qu'on a les capacités de rembourser notre dette. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, parce que pour répondre à ces défis-là, il faut qu'on puisse augmenter notre production, augmenter nos débouchés. Il faut pour ça investir dans l'outil de fabrication. Ces dernières années, on n'a pas eu assez pour faire les entretiens, les rénovations, acheter du matériel nouveau. Donc ça, c'est très important. Et puis, il faut aussi embaucher. Dans les 2 à 3 ans, il faut qu'on augmente nos effectifs de 10% environ. Là, il y a combien de personnes qui travaillent dans la manufacture? Il y a 34 personnes. 34 personnes. C'est assez important. Et la plupart, j'imagine, sont à la fabrication, c'est ça? Oui, on est très économe. Donc, le personnel administratif est très limité. Il se trouve qu'on a des boutiques en propre à Longwy, Metz et Nancy. Donc là, on a des vendeuses. Mais sinon, on a presque 30 artisans qui travaillent à la production. J'imagine que tous ces artisans, toute l'équipe doit être assez touchée par cette mobilisation assez incroyable. Ah oui, alors je dois dire que quand je leur ai présenté l'opération, au début ils m'ont pris un peu pour un fou. Ils se sont dit, pas trop. Le patron, il a encore fondu un câble. Mais ils ont vu à quel point ça avait cette mobilisation et je crois encore plus parce que sur Ulule, on peut avoir des commentaires, etc. On voit tous les commentaires des gens. Vous avez des déclarations d'amour, c'est ça? Exactement, mais c'est incroyable. J'ai même demandé à Ulule de faire l'export de toutes ces déclarations tellement je veux pouvoir en faire quelque chose. Mais c'est incroyable, la mobilisation des Lorrains qui sont ailleurs en France, des amoureux du savoir-faire, tous ceux qui veulent participer positivement. Les Français ont l'impression que par leur action, ils vont participer à la sauvegarde du patrimoine, sachant que ce patrimoine, ce n'est pas forcément un monument historique ou un musée, mais ça peut être aussi une manufacture artisanale avec un savoir-faire qui remonte à très loin. Oui, c'est une manufacture qui date de 1798, c'est ça? Oui, c'est assez incroyable, puisqu'on a été fondé à la fin du XVIIIe siècle, à la frontière, à Longwy, c'est-à-dire à la frontière avec le Luxembourg, au nord de la Lorraine.
contemporaine. Et c'est une histoire complètement incroyable. C'est Napoléon, l'empereur Napoléon, qui vous lance, entre guillemets. C'est ça, parce qu'il vous commande, si je puis dire, enfin vous, pas directement, parce que vous n'étiez pas de ce monde à cette époque-là. Il vous commande des services, c'est ça Ah oui, alors en fait, en 1806... il passe inspecter toutes les fortifications de l'Est pour voir si tout est en bon état. Il s'arrête à Longwy. Et de ce passage, nous avons une soupière Napoléon qui est tout à fait empire avec des aigles, des abeilles, etc. Alors, en fait, on ne sait pas exactement s'il y a eu un service ou si on a fait la soupière pour commémorer son passage. Mais c'est vrai qu'on dit, et j'ai interrogé, j'attends une réponse, la maison de la Légion d'honneur, qu'en fait, il aurait commandé un service pour la maison de la Légion d'honneur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette magnifique manufacture des émaux de Longwy, les émaux de Longwy, c'est notamment l'emblématique vase boule. Et vous, votre savoir-faire, c'est donc l'émail et doré à l'or, c'est ça? Alors, en réalité, depuis la fin du 19e siècle, ce qui fait la signature de Longwy, c'est le décor en cloisonné ou en cerné. Cloisonné, alors qu'est-ce que ça veut dire, cloisonné? Ça veut dire, par exemple, j'ai apporté un petit échantillon, un exemple. Prenez-le dans votre Je peux le prendre avec la main, voilà. Je vois mieux. En fait, ça, c'est par exemple un pot à bougies qu'on a fait en collaboration avec Jean-Charles de Castelblajac. Le cloisonné, c'est le petit certi, le cerné, en réalité, qui fait le trait noir. Le contour. Le contour. Quand je dois en parler à des néophytes, je dis c'est comme la bande dessinée en ligne claire de Tintin. On commence par faire le contour du dessin sur la pièce et ensuite on va remplir au goutte à la main avec de l'émail. Donc c'est toutes les couleurs qu'on pose. Cet émail, il est très brillant parce qu'il est composé de cristal en poudre et d'un oxyde métallique, en fait, qui va faire la couleur. Et en dernière étape, on va mettre de l'or qui va permettre vraiment d'ennoblir la pièce. Chaque pièce est unique chez vous, c'est ça, Martin Pietri, ou vous avez des séries Non, chaque pièce n'est pas forcément unique. On a les pièces de collection sont en série limitée et numérotées avec des certificats d'authenticité entre 8 et 20 exemplaires pour les collections les plus rares. Et puis on a des pièces qui sont sans limitation, mais dans la mesure où elles sont toutes faites à la main, on peut dire qu'à chaque fois, ça va avoir une petite différence. Donc oui, les pièces sont uniques, mais on va avoir des séries quand même. C'est combien de pièces qui sortent de la manufacture chaque année? Alors, toutes pièces confondues, c'est-à-dire du plus gros vase à la petite tortue. À la petite tortue ou un couvercle de boîte, il y a environ 20 000 pièces. Mais pour les pièces de collection les plus belles, il y a en général, on dit 200 grosses pièces qui sortent par an. Est-ce que vous avez été soutenu, vous êtes de Lorraine, est-ce que les pouvoirs publics sur place vous ont soutenu? Alors il y a... on doit dire que d'une façon générale, il y a une assez grande bienveillance des acteurs locaux pour la manufacture. Et la région Grand Est, avec son président, a décidé de nous soutenir. Et ça fait partie des éléments forts qu'on pourra proposer la semaine prochaine. C'est ce soutien de la région Grand Est. Et est-ce que vous avez des clients sur le plan national ou même à l'international qui se sont manifestés, des clients historiques qui vous aident, qui vous soutiennent? Il y a, bien sûr, heureusement, d'abord, et d'ailleurs, c'est très manifeste parce qu'au moment où on lançait notre cagnotte Ulule, nos boutiques n'ont jamais été aussi pleines et sur le mois de janvier, on n'a jamais fait un aussi bon chiffre d'affaires. Et puis, ces dernières années, j'ai aussi développé notamment les grands comptes. Et il y a un client qui nous a énormément soutenus au cours de l'année 24-25 et qui continue. C'est la maison Dior pour laquelle on travaille depuis 4-5 ans et qui a non seulement maintenu ses commandes, mais a augmenté ses commandes, notamment au cours de l'année 2025. D'abord parce que les produits qu'on fait pour eux se vendent bien, mais je crois aussi que c'était dans une démarche d'appui, de soutien à notre savoir-faire. Vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que vous produisez, par exemple, pour la maison Dior de particulier? En fait, on leur développe des collections sur la base de leurs dessins qu'on adapte sur nos formes.
et eux nous en passent commande pour les vendre dans leur réseau. Si vous allez avenue Montaigne, dans le corner Dior Maison, vous trouverez beaucoup de pièces qu'on a faites pour eux. Et en plus, ils ont l'élégance d'accepter le co-branding, c'est-à-dire que si vous soulevez la pièce, il y aura signé Dior et Manufacture des émaux de Longwy. Des deux marques, ce qui est, j'imagine, important pour vous. Bien sûr. Est-ce que les émaux de Longwy sont connus à l'étranger? Est-ce que c'est une piste que vous souhaitez développer, justement? Je pense notamment au secteur chinois, hein. Alors, on n'est pas encore assez connus, très clairement. Et ça, c'est trop franco-français, les émaux de Longwy? Pour l'instant, oui. Et ça, il faut qu'on y travaille. Alors ça va vous surprendre, on est connu plus au Japon. Alors la technique vient un peu d'Asie, donc en fait on est connu là-bas et on fait très régulièrement dans toute la chaîne de magasins de Takashimaya des pop-up stores pour vendre des pièces, et on fait ça, des opérations dans les salons pour les clients les plus fortunés de Takashimaya. On est au printemps Manhattan depuis une année. Donc oui, on est de plus en plus internationaux, mais pas suffisamment. Mais pas assez pour vous soutenir. Sur le marché chinois, on n'a pas trouvé encore le bon partenaire, parce que pour attaquer en fait ce marché-là, on ne peut pas le faire tout seul. Et donc, il faut trouver le bon partenaire. On essaye de l'identifier. Donc, je lance un appel. Et puis, une ambassadrice, vous m'avez suggéré... Peut-être Sophie Marceau pourrait vous aider, être votre ambassadrice. Mais en tout cas, on sait que ça pourrait être un des relais, comme le Moyen-Orient, de notre croissance future. Ça fait 10 ans que vous êtes à la tête des émaux, de cette manufacture des émaux de Longwy. Qu'est-ce qu'il y a en vous, dans votre parcours, qui fait que vous êtes attaché à ces savoir-faire ancestraux, à cette tradition, à ce patrimoine français? Alors, c'est vrai, il se trouve que familialement, les 15 premières années de ma vie, j'ai travaillé dans l'administration comme fonctionnaire. J'ai fait comme une crise de la quarantaine et je me suis lancé en fait dans cette activité-là. Pourquoi ça a résonné très fort chez moi? Peut-être parce que du côté de ma maman, je suis descendant d'une grande dynastie d'ébénistes qui étaient les Jacob ou les Jacob des Maltaires, qui, par exemple, François-Honoré Jacob des Maltaires a fait une grande partie du mobilier de Napoléon Ier, pour la Malmaison, ses trônes, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que depuis 10 ans, moi, je m'attelle à rassembler plusieurs ateliers. Il y a la manufacture des émaux de Longwy, mais il y a par exemple la maison Taillarda qui fait du mobilier, ou la maison Cramant-Lagarde aussi à côté de Revel. C'était donc la conjugaison de votre histoire, de l'histoire nationale et de l'histoire personnelle, en fait. Il y a toujours ça qui s'entrechoque, effectivement. Il y a un grand rendez-vous, j'imagine, pour vous. C'est donc, vous l'avez évoqué, le 19 février. Vous avez rendez-vous, c'est ça, au tribunal? Il y a une audience, oui. Une audience au tribunal de commerce. Donc là, vous allez montrer vos comptes. En fait, on va montrer le plan, notre stratégie de continuation, la stratégie pour les 10 prochaines années, en montrant qu'il est financé, qu'on a les ressources, et avec l'objectif de convaincre le tribunal. Vous avez bon espoir de convaincre le tribunal? Alors, ce que je dis toujours, c'est quand on est entrepreneur en France, il faut toujours avoir de l'espoir et être positif, de l'énergie. C'est sa décision souveraine, mais effectivement, j'ai bon espoir. On va donc bien sûr suivre cette aventure, on va continuer à suivre cette aventure des émaux de Longwy, puisque nous aimons cette manufacture et ce savoir-faire incroyable. Votre emblème, c'est la fleur de pommier, c'est ça, notamment, ça fait partie de vos historiques. Le motif iconique de la fleur de pommier qui date de 1870 dans ces eaux-là, effectivement, est notre porte-étendard. Merci beaucoup Martin Pietri d'avoir été avec nous. Vous êtes donc le président de la manufacture des émaux de Longwy. Point de vue, c'est déjà fini. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien évidemment demain midi en direct sur le Figaro TV et sur le Figaro.fr. D'ici là, passez une bonne journée en compagnie du Figaro. Vous avez notamment rendez-vous ce soir à 22h30 avec le Club international de Philippe Gilly qui consacre son émission à la situation à Gaza. Très bonne journée à vous et à très vite.